Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette session du chat vidéo du maire. Une heure nous est consacrée, donc sans perdre plus de temps, première question. Alors, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes, pardon. La première question nous vient de la session précédente. Elle est posée par Colline. Elle trouve qu'il manque des fleurs et des bancs sur la place Simone Veil. Allez-vous en ajouter ? La réponse est oui. Nous allons en rajouter, notamment des bancs le long de la rue Moyenne avec une vision sur la place. Donc ça, j'ai demandé au service d'en commander. Deuxième élément, enfin, ce qu'il faut comprendre aussi dans cette place, c'est qu'en fait les marches servent aussi de lieu pour s'asseoir. Alors, pas que pour ça, mais effectivement, pour les plus jeunes, c'est le cas. Et puis, quant à la végétation, donc, vous avez pu constater que nous avons mis des arbres alors qu'avant, il n'y en avait pas. Mais nous envisageons pour l'année prochaine de mettre en place on voit dans certaines villes sur des places des grands pots de fleurs avec effectivement des plantes, des arbres. On verra ce que l'on mettra pour essayer de végétaliser un peu plus cette place qui peut effectivement en avoir besoin, tout en ayant toujours en tête, et je crois que les événements de ces derniers mois nous l'ont montré, de pouvoir assurer effectivement leur survie, c'est-à-dire les arroser, tout simplement. Et donc si nous retrouvons des périodes de canicule, il faut faire le choix des bonnes essences de manière à ce que l'arrosage est interdit et soit suffisant à la période où on peut arroser pour assurer donc la vie de ces belles plantes. Voilà, donc c'est effectivement une évolution que nous comptons mettre dès l'année prochaine, et pour les bancs, ça sera sans doute beaucoup plus tôt. La question suivante est plus une suggestion qu'une question. Elle nous vient de Stéphanie Gaël. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un centre-ville entièrement piéton. Oui, alors vous savez que ça, c'est les sujets, les positions divergent en fonction des interlocuteurs. Simplement à noter que on a tendance à oublier, mais beaucoup évolué ces dernières années, puisque, je prends des cas plus récents, on a mis progressivement la rue Cours-Salon en zone piétonne. Évidemment, à Varicom, c'était aussi le cas, sur le cours à Varicom. N'oublions pas qu'avant, c'était une grande avenue où circulaient les voitures. Et puis, dernièrement, la place Gordon, qui est devenue complètement piétonne. On l'a fait progressivement, mais en tout cas, elle l'est. Donc voilà, au fur et à mesure, vous savez, les berruyers, les berrichons, il ne faut pas trop les bousculer, donc il faut avancer progressivement sur ces sujets, et c'est comme ça qu'on avance. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que tôt ou tard, sans faire la chasse à toutes les voitures, mais faire en sorte d'apaiser en tout cas les circulations automobiles en centre-ville me paraît donc une bonne chose. En tout cas, nous y avons déjà investi, notamment par la mise en place de navettes gratuites depuis plusieurs années, et la dernière en date, je crois que ça doit faire 3 ans maintenant, qui permettent de desservir les parkings non payants, et puis desservir donc le centre-ville à partir de ces navettes. Donc quelqu'un qui vient à Bourges, qui ne veut pas payer ni les transports en commun, ni le stationnement, a cette possibilité de rejoindre le centre-ville sans débourser 1 euro. Une question suivante, une question à nouveau de la session précédente. Elle nous vient d'Isabelle. Le parking dans le centre-ville gratuit que ponctuellement, vous trouvez cela normal pour les petits commerçants ? Oui, je trouve d'ailleurs normal qu'il y ait des parkings payants. En fait, d'ailleurs, si vous allez dans toutes les villes moyennes de notre taille, vous allez voir la même chose avec des tarifs qui sont bien plus élevés que ceux que nous pratiquons. Avec la particularité aussi de Bourges, il y avait un classement, je crois, qui était sorti il y a quelques mois ou 1 an à peu près, qui montrait que la ville de Bourges était en 2e ou 3e position des villes quand on faisait le ratio entre les stationnements non payants et les stationnements payants. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup plus de stationnements non payants que de stationnements payants. Donc voilà, donc si effectivement vous voulez rendre tous les parkings gratuits, au-delà de l'aspect recette, bien évidemment, ça veut dire que vous auriez en permanence des voitures qui seraient stationnées sur ces parkings gratuits. Et donc, pour les commerçants, la conséquence, c'est que les clients ne pourraient pas venir stationner à proximité et ne viendraient pas et iraient de nouveau sur les zones de périphérie où là, les parkings sont gratuits et à la charge des propriétaires des magasins. La question suivante d'Étoile Bleue. Y aura-t-il un cabinet médical dans la halle Saint-Bonnet à la place de la Supérette, et quand ? Ça devient urgent, car nous n'avons plus de médecins généralistes dans ce secteur du centre-ville.
Écoutez, quand je ne sais pas vous dire, simplement ce que je peux vous dire, c'est que nous avons lancé il y a quelques semaines une étude pour voir comment aménager cet espace avec les différentes contraintes. D'abord de réhabilitation de cet espace, les contraintes de sécurité, d'établissement recevant du public, et puis aussi des contraintes, ou plutôt le cahier des charges d'un cabinet médical. Donc nous devrions avoir les résultats de cette étude d'ici la fin de l'année, et puis nous avons prévu de réaliser ce local s'il y avait effectivement, connaissant pas les montants, mais en tout cas on peut les estimer, pour une réalisation qui pourra avoir lieu effectivement dans le courant de l'année prochaine, avec des médecins qui seraient déjà en tout cas intéressés pour venir s'implanter dans ce secteur-là. Je rajoute aussi à ma réponse, c'est que nous avons aussi un projet qui est plus qu'un projet, puisqu'il avance de façon conséquente, d'une maison médicale multi-activité, enfin multi-professionnelle, de santé en tout cas, au Prado. Ça viendra donc compléter en centre-ville les lieux où on pourra avoir des soins, que ce soit des soins purement médicaux ou paramédicaux. Donc vous voyez, nous avons pris à bras-le-corps ce problème de désertification médicale. C'est aussi notre responsabilité, même si nous n'avons pas réellement la compétence, notre responsabilité de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles implantations de nouveaux médecins, en tout cas, et pas des déplacements de médecins uniquement, de nouveaux médecins en centre-ville. C'est important évidemment pour nos habitants, mais c'est important aussi pour la résidentialisation du centre-ville, parce qu'effectivement, c'est un atout qui est important pour décider des habitants de venir habiter en centre-ville. La question suivante est une question de la session précédente, toujours. Elle nous vient de Jimmy du Vieil-Castel. Le long de la rue Moyenne jusqu'à la mairie, les passages piétons ne sont pas tous visibles. Les piétons traversent n'importe comment et sachant que certains conducteurs ont le pied lourd, donc le danger est là. Serait-il possible de refaire un marquage assez visible ? Écoutez, sur la rue Moyenne, c'est pas utile, j'aurais tendance à dire que c'est presque pas interdit, mais les préconisations sont l'inverse, puisque, vous savez, depuis quelques mois, cette rue, la rue Moyenne, est devenue zone de rencontre, c'est-à-dire zone à 20 km/h, et que dans ces conditions, les piétons sont prioritaires par rapport aux vélos et par rapport aux véhicules à moteur. Donc c'est la règle d'une zone de rencontre, zone 20, il n'y a pas de marquage piéton. La question suivante est posée par Bernard. Avez-vous l'intention de projeter les Nuits Lumière pendant les fêtes de fin d'année ? Oui, tout à fait. Donc ça va se faire, on va dire, un peu en deux temps, parce que vous savez que pendant une période d'une semaine, où je crois que c'est à peu près une semaine du village de Noël, donc on ne pourra pas projeter. Alors on pourrait projeter, mais je pense que ça ne ferait pas un bon effet sur la façade de l'ancien hôtel de ville. Mais tous les autres sites seront on va dire, en mouvement, sera éclairé. Et puis dès que le village de Noël sera démonté, donc je vais demander aux prestataires de démonter le plus vite possible, on rajoutera effectivement cette projection sur l'ancien hôtel de ville. Alors une question de Juju. Êtes-vous satisfait de la saison estivale 2019 ? Oui, enfin là on n'a pas tous les chiffres qui nous permettent de mesurer donc la fréquentation touristique à Bourges. Malheureusement, on les a toujours un peu tardivement. On les aura en janvier ou février. En tout cas, les dernières tendances sont plutôt positives. Alors, d'abord, il s'agissait aussi d'être cet été à Bourges pour voir le monde qu'il y avait en ville. Mais concrètement, moi j'ai un indicateur qui me semble intéressant, puisqu'en fait, il y a, ne serait-ce que sur le parcours des Nuits Lumière, nous avons compté jusqu'à mi-septembre 135 000 visiteurs. Nous avons battu le record, qui datait de, je crois que en 2004 ou 2005, de mémoire, où il y avait eu 75 000 visiteurs. Donc ça, c'est un premier indicateur. Et puis après, des sources, quand je discute avec les responsables de restaurants, des restaurateurs ou alors des patrons d'hôtels, vraiment la saison a été très très bonne. Et puis tardivement, notamment l'AD2T, donc je rappelle, qui est en charge de la promotion du tourisme pour l'agglomération, m'a indiqué d'avoir beaucoup de visites groupées avec des cartes de touristes, notamment au mois de septembre, mais c'est assez exceptionnel parce que c'était quasiment jamais arrivé avec cette force-là. Donc voilà. Donc globalement, encore les chiffres, je ne les ai pas. J'ai les chiffres de fréquentation des musées aussi qui
qui est aussi important, qui montre effectivement une montée en puissance de la fréquentation des musées depuis 2015, depuis 2016 plus exactement. Et donc là, on a une fréquentation supérieure à 20-25% de la fréquentation des musées. Donc ce sont des indicateurs, ça ne suffit pas, mais en tout cas, voilà, une première impression bonne. Il va falloir battre le record, mais on a des idées déjà pour l'année prochaine et l'année d'après pour augmenter encore ces fréquentations touristiques. Alors, autour de Xavier qui vous demande la chose suivante. La Maison de la Culture est en train de sortir de terre, mais qu'en est-il de l'entretien du conservatoire? La plateforme en bois située le long de la rue Henri Sellier est en piteux état. Elle est démontée autour de la sculpture, réparée à l'aide de nombreux petits panneaux d'OSB ou de contreplaqué sur le restant de la surface. Alors oui, la nouvelle maison de la culture, elle est plus que sortie de terre. J'ai eu l'occasion de la visiter, visiter le chantier la semaine dernière, puisque la couverture est quasiment terminée. Quant au conservatoire de musique et de danse, c'est un sujet qu'on a évoqué la semaine dernière en réunion. Donc on va regarder la possibilité d'abord de sécuriser ces rustines que j'appelle rustines sur le passage de côté rue Henri Sellier, pour éviter que les gens se prennent les pieds dedans. Et puis on va remplacer, mais il faut qu'on ait l'avis de l'architecte, on va remplacer, en tout cas la proposition c'est de remplacer donc ces lattes en bois par des lattes synthétiques, comme on l'a fait d'ailleurs sur la passerelle du Prado en face de Leclerc, de manière effectivement qui ait une meilleure résistance à la pluie, parce que là aujourd'hui c'est effectivement l'humidité qui endommage en fait ces plaques de bois. Alors, la question suivante est posée par GSM à Nice. Est-ce qu'il va y avoir des caméras de surveillance vers la rue Édouard Vaillant, car cela devient non sécurisé et il y a beaucoup de passages la nuit? Écoutez, concernant les caméras de vidéoprotection, donc rappeler qu'on s'était engagé à ce qu'il y ait plus de 100 caméras de vidéoprotection sur la ville de Bourges à la fin de ce mandat, ce qui est le cas puisqu'on a déjà dépassé les 100. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc voilà, tout ça a un coût. On est parfois, souvent aidé par l'État financièrement, mais en tout cas il faut qu'on le fasse progressivement. On a un rythme assez élevé et effectivement le cas de la rue Édouard Vaillant est un cas qu'il faut intégrer. Je veux rappeler aussi sur la décision de la mise en place des caméras de vidéoprotection. C'est d'abord c'est des propositions de la ville avec des retours, je dirais aussi de la police nationale qui connaît bien les secteurs et les secteurs où il peut se passer effectivement des choses qui ne sont pas très agréables. Et c'est un comité d'éthique qui se réunit, qui valide ou non d'ailleurs les propositions d'implantation. Donc je pense que ce secteur de la rue de Vaillant, Max Dormois, c'est aussi un lieu de passage. Donc je pense qu'effectivement ça fait partie des prochaines priorités pour sécuriser ce secteur. Alors Maxime a posé une question lors de la session précédente. Concernant l'avenue Henri Lodier, la fréquentation est de plus en plus mauvaise et les forces de l'ordre ne se déplacent plus quand il y a des incidents, vu le manque d'effectifs. Avez-vous une solution ? Écoutez, déjà, nous, les solutions, d'un point de vue, ce qui me concerne dans nos compétences, la police municipale, pour rappeler qu'on a augmenté aussi considérablement les effectifs sur ce mandat-là, qu'on a mis en place la brigade de soirée, qui est opérationnelle jusqu'à minuit, 1h du matin, en période, on va dire, hivernale, cette période qui vient de démarrer, et jusqu'à au moins 2h du matin sur la période estivale. Donc, plus d'effectifs, plus d'équipes. Donc ça, c'est important. En plus des équipages qui sont armés de manière collective ou de manière individuelle, tout ça pour travailler en collaboration avec la police nationale, qui effectivement a aussi un effectif réduit, mais voilà, je crois savoir que les effectifs de la police municipale devraient bientôt augmenter, mais ça ne dépend pas de ma responsabilité, évidemment, c'est la responsabilité de l'État. Et voilà, donc cette collaboration, le déploiement des caméras de vidéoprotection, on vient d'en parler juste à l'instant, sont un ensemble d'outils qui devraient faire en sorte que la ville soit peut-être mieux quadrillée. Elle est déjà beaucoup, en tout cas améliorer encore la couverture de sécurité sur l'ensemble de la ville et pas simplement sur le centre-ville. Alors une demande de Clara. De retour à Bourges, depuis peu, je note un certain abandon du bout de la rue de Lazenay, comme des déchets non ramassés, dus, j'en conviens, à beaucoup d'incivilités, ainsi que beaucoup de jeunes qui vendent des trucs pas très légaux.
Que faire pour réhabiliter tout ce coin pourtant si agréable? Écoutez, dans votre première question, vous avez apporté la réponse, c'est-à-dire que je vais redire ce que je dis assez souvent, une ville propre, c'est une ville qu'on ne salit pas. C'est sans doute une évidence, mais en tout cas c'est comme ça. Si vous habitez, je ne sais pas si vous habitez un appartement ou une maison, mais si vous voulez que votre maison et votre appartement soient le plus propre possible, déjà vous ne le salissez pas. Donc là, on est effectivement sur des phénomènes d'incivilité. Alors, ils sont assez sectorisés, et puis globalement, on ne peut pas dire que la ville est sale. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours possibilité de faire mieux, mais en tout cas, globalement, je trouve que la ville est propre. Et puis, le meilleur exemple, moi, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, je questionne des gens qui arrivent. C'était le cas encore ce matin avec les nouveaux arrivants des gendarmes, donc, qui arrivent dans une ville, et je leur pose à chaque fois la question. Et c'est eux qui arrivent avec un œil neuf. Et globalement, les gens me disent que votre ville est propre. Alors évidemment, là, ici ou là, quand on dépose un sac poubelle, n'importe quand dans la semaine, alors qu'on connaît les jours de ramassage, quand on va déguster, je dirais, un hamburger, je ne citerai pas la marque, et qu'on jette par terre l'emballage, quand on fait crotter son chien n'importe où sans utiliser les toutounettes, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir, et je pense que vous le comprenez, des agents municipaux au garde à vous au coin de chaque rue pour nettoyer ce que font les gens. C'est pareil pour les mégots de cigarettes, hein, c'est un vrai fléau. J'en profite pour dire, surtout ne jetez pas vos mégots de cigarettes dans les grilles d'eau pluviale, parce que tout ça, ça va dans les rivières, ça va dans les fleuves et ça va dans la mer. Bon. Donc je referme la parenthèse parce que je vois trop souvent ces gestes-là. Donc voilà, nos équipes sont mobilisées, on met en place des moyens, on va implanter bientôt des conteneurs enterrés de manière à éviter, je dirais, le stockage on va dire, d'ordures à proximité des poubelles jaunes et vertes. Donc, on apporte des moyens, on fait en sorte aussi de rappeler aussi les bonnes pratiques. Bon, voilà pour ce qu'on peut faire dans nos villes, et surtout, si vous constatez des problématiques spécifiques, n'hésitez pas à appeler le service Castor et on se déplacera pour enlever le sac ou les bouteilles cassées ou tout ce que vous pouvez trouver par terre dans votre rue ou votre quartier. Concernant les jeunes qui vendent des produits qui ne sont pas autorisés, bon, je ne sais pas ce dont vous parlez, mais je m'en doute quand même un petit peu. Là, c'est un vrai sujet qui est traité d'une façon très professionnelle, à la fois par la police nationale, par la police municipale et par la gendarmerie nationale. Il ne s'agit pas souvent, et alors on peut le regretter, mais d'aller prendre le petit revendeur qui va avoir quelques grammes de produits illicites sur lui, mais surtout, effectivement, essayer de démonter les réseaux. Donc c'est pour ça que parfois on peut avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'intervention, mais je peux vous assurer que ces interventions se font. Et ça a été le cas d'ailleurs, je crois que la semaine dernière, où il y a une prise assez conséquente de produits illicites. Mais tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est-à-dire que tout ça, c'est un travail d'investigation, parfois un peu de longue haleine, mais qui permet je dirais, de décrocher les gros réseaux et pas forcément le petit revendeur à la sauvette. Mais c'est un vrai sujet qui est présent dans notre ville, heureusement ou malheureusement, pas que dans notre ville en tout cas, et pour lesquels les services de police et de procureur sont mobilisés. Je peux vraiment vous l'assurer. Alors, nous restons dans le quartier du Val-d'Oron avec une question posée par Cory. J'aimerais savoir ce que vous pensez faire pour que le lac retrouve son état naturel et sa faune. Est-ce que vous comptez faire quelque chose au sujet du cabinet dentaire du Val-d'Oron et de la délinquance qui ne cesse pas? Alors, premier point sur le plan d'eau, le lac du Val-d'Oron, vous savez, moi je ne peux pas faire tomber la pluie, hein, je n'ai encore pas ce pouvoir, je pense qu'aucun maire a ce pouvoir. Là, c'est vrai qu'on est dans une situation toute particulière. On va tenter de dire que sur ce mandat, on aura à la fois eu des inondations en 2016 et là la sécheresse. Donc là, bon, la situation elle est préoccupante. Maintenant, c'est effectivement la pluie qui fera que les cours d'eau, et notamment l'Oron qui alimente le plan d'eau, alimente le plan d'eau, fera en sorte que le niveau reviendra à la normale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 1,80 m à peu près en dessous du niveau, on va dire, acceptable.
Alors certains, je vais peut-être répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais enfin pour expliquer à chacun, je me suis déjà exprimé là-dessus, me disent pourquoi on ne ferme pas les pelles. Tout simplement parce qu'on doit assurer ce qu'on appelle la solidarité amont-aval, ça c'est un arrêté préfectoral qui nous l'impose, et qu'on doit en conséquence faire en sorte que l'écoulement à l'entrée du plan d'eau soit le même à la sortie. Donc si on fermait les pelles, effectivement, à un moment donné, le niveau remonterait, mais derrière, on assécherait complètement la partie aval. Je veux rappeler aussi que ce plan d'eau n'est pas un outil de régulation, ni en cas d'inondation, ni en cas de sécheresse, c'est simplement un plan d'eau de loisir, tout simplement. Alors je le dis là parce que je l'ai dit pendant la période d'inondation aussi, certains voulaient absolument qu'on régule avec le plan d'eau, c'est pas du tout l'objet, c'est pas fait pour ça. Après, deuxième sujet, on me dit pourquoi vous n'avez pas enlevé les sédiments du réservoir sédimentaire. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, il y a une exigence, c'est qu'on fasse des analyses du carottage de ces sédiments pour connaître leur composition, pour éviter de transporter des mauvais produits si des fois il y en a ailleurs, là où on va les reposer. Donc ça c'est la première chose, et puis il faut du temps pour ça. Et puis deuxième chose, c'est-à-dire qu'on a aussi obligation de reposer, on aurait obligation de reposer ces sédiments en aval, c'est-à-dire qu'on redéposait des sédiments secs dans une zone qui est déjà sèche. Donc vous voyez, on risquerait de créer des barrages artificiels avec des produits secs. Donc voilà donc, la raison pour laquelle on n'a pas fait ça. Pourquoi on n'a pas curé, je vais jusqu'au bout, je vais être un peu long, mais je veux bien donner cette information. Pourquoi on n'a pas curé le lac? On me dit, mais alors c'est le moment, il n'y a pas d'eau. Pourquoi on ne le cure pas? Tout simplement parce que la dernière fois qu'on l'a curé, ça devait être en 99-2000, rappelez que c'était pendant l'hiver, hiver et printemps, et qu'il y avait de l'eau dans le lac. Là, ce n'est pas le cas, et le risque, parce que ce sont un curage mécanique, il faudrait des engins au fond du lac, et là vous voyez que la croûte qui est au fond, qui est une croûte calcaire, si on met des engins lourds, effectivement, on va fissurer. Et aujourd'hui, cette couche argileuse qui assure l'étanchéité. Et cet effet-là, si on fissurait, le jour où il y aura de l'eau, ça sera comme dans une baignoire, quand vous enlevez la bonde, tout va s'écouler. Voilà, j'ai un peu répondu sur ce premier sujet. Le deuxième sujet, je ne l'ai plus en tête, Sabine. Alors, le deuxième sujet, c'était le cabinet dentaire. Oui, le cabinet dentaire, il vit. Alors, je ne sais pas quelle est votre question réellement. Le cabinet dentaire, moi, je ne sais pas, je ne comprends pas votre question. Donc en fait, la question était, est-ce que vous comptez faire quelque chose au sujet du cabinet dentaire du Val d'Oron? Oui, mais quelque chose, quoi? Si c'est pour ramener des clients, je ne sais pas, des patients, si c'est pour réhabiliter, je ne sais pas, donc je ne comprends pas la question. Et vous ne pouvez pas me reposer la question, donc on va prendre cette question, Sabine, et vous préciserez effectivement ce que vous voulez dire et je vous répondrai la prochaine fois. Et la troisième solution sur la délinquance, donc ça va plutôt mieux, de ce que j'en sais. D'ailleurs, j'étais rencontre pour Bourges, donc dans votre quartier vendredi. On nous dit qu'effectivement les choses sont mieux. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais en tout cas il y a eu des opérations à plusieurs reprises dans ce secteur-là, police municipale, police nationale. Au niveau du point de rencontre jeunes aussi, on a fait un certain nombre d'opérations depuis au printemps, c'est-à-dire qu'on assure un éclairage la nuit, de manière à ce que effectivement, il n'y a pas des gens qui se cachent à proximité. On a débroussaillé devant, on a coupé un certain nombre de haies de manière à ce qu'il y ait une visibilité de la rue. On a mis des obstacles aussi pour éviter que les voitures puissent accéder. Donc voilà, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on résout le problème du jour au lendemain. En tout cas, globalement, on me dit que la situation s'est améliorée, mais elle n'est sans doute encore pas parfaite, donc il ne faut pas qu'on relâche et puis qu'on traite tous les quartiers, le Val d'Oron et bien sûr ailleurs. Alors, la question suivante, elle est posée par Jima Tata. Les décorations de Noël vont-elles être changées, voire améliorées? Oui, changer, enfin pas toutes, parce que vous savez, on consacre à peu près entre 30 et 40 000 euros par an pour rénover nos illuminations de Noël, avec un coût qui va être un peu plus important cette année, puisque j'ai décidé qu'on mette des illuminations de Noël un peu plus importantes, parce qu'elles n'existaient pas, notamment sur la place Simone Veil, l'ancien îlot Victor Hugo, et en remplaçant aussi en même temps celles qui vont se trouver rue Moyenne, qui datent d'assez longtemps et qui vieillissent. Donc un effort peut-être un peu plus soutenu cette année, mais en tout cas, sachez que c'est entre 30 et 40 000 euros par an qu'on consacre en moyenne tous les ans pour rénover effectivement les illuminations de Noël qui vieillissent. Et puis aussi en même temps, on passe par des solutions LED
Alors, non pas qu'elles ne sont pas belles, mais c'est qu'elles éclairent mieux, pas plus fort. Les ampoules sont moins fragiles, elles ont une durée de vie plus longue, et puis la consommation est moindre. Alors, Jérémy vous demande quelle action pour élargir le programme universitaire à Bourges? Eh ben, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail, je ne dirais pas de tous les jours, mais et parfois d'opportunité. Bon, je vais vous rappeler une chose, c'est qu'on a pu obtenir, et ça, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un engagement nous avons eu en 2014, d'avoir une antenne STAPS au CREPS, pas facile à dire. Donc c'était le cas depuis 2 rentrées maintenant, et il y a une montée en puissance. L'INSA va voir aussi ses effectifs augmenter. Nous travaillons aussi, j'étais en réunion à la préfecture de région la semaine dernière, nous travaillons aussi sur déployer notamment des formations universitaires dans le domaine de l'industrie, puisqu'il y a véritablement des manques, il y a des vrais besoins importants sur nos territoires de la région centrale de Loire et en particulier dans notre secteur. Nous réfléchissons aussi à comment, alors c'est sans doute très compliqué, mais pourquoi on ne pourrait pas envisager aussi une première année de faculté de médecine à Bourges d'une façon décentralisée. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est parfois aussi un peu de travail je dirais un peu de bataille en concurrence par rapport à d'autres villes universitaires de la région. Mais voilà, on a de cesse. Alors très clairement, on ne sera jamais une ville à 300 000 étudiants. Je crois qu'il faut ramener. Faut avoir raison garder, bien évidemment, mais je pense qu'on est en capacité d'augmenter encore nos effectifs qui sont aujourd'hui de plus de 5000 étudiants sur Bourges, et tout ça, ça doit se faire petit à petit, mais voilà, il y a de la concurrence, tout ça, ça a un coût, les universités, effectivement, ont aussi des moyens qui sont parfois limités, donc il faut répondre à tous les besoins de notre territoire. Une question de Fabien. Serait-il possible de refaire la rue Ferré à Asnières? Nous l'attendons depuis 2 ans. Écoutez, si vous l'attendez que depuis 2 ans, c'est plutôt bien, si vous êtes patient. Oui, sans doute. Alors vous savez, je suis harcelé au bon sens du terme par Marie-Odile Vabec sur toutes les rues d'Asnières. Je veux rappeler qu'on a fait déjà beaucoup, déjà sur la fin du mandat précédent. On en a fait aussi des réalisations cette année. Je crois qu'on est en train de réaliser la rue de la Gare, si je me souviens bien. Alors je ne connais pas trop le point d'avancement de cette rue, mais en tout cas, voilà, nous l'avons réalisée. Oui, la rue Ferré, vous avez raison, mais voilà, chaque chose en son temps, je le redis et je le répète. Nous avons 250 km de voirie à Bourges, qui correspond à la distance entre Bourges et Paris, donc à peu près aussi 500 km de trottoir, et puis qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Il faut des moyens financiers, puis il faut des moyens techniques. J'avais fait un petit calcul il y a quelques semaines, c'est que si on voulait refaire toutes les rues de Bourges, il faudrait consacrer la totalité du budget d'investissement d'un mandat complet pour pouvoir le faire. Donc déjà, techniquement, c'est pas possible. Et puis il n'y a pas que la voirie, effectivement, il faut la traiter, mais il y a d'autres investissements à faire dans les écoles, dans les bâtiments municipaux, dans les infrastructures scolaires, enfin tout ce qui tourne autour, les infrastructures culturelles aussi. Donc voilà, il faut être un peu patient et au bout du compte, on y arrivera. Mais refaites le tour d'Asnières, allez, mettez-vous 8 ans en arrière, 7-8 ans en arrière, et puis regardez ce qui a été fait. Asnières n'est pas un quartier qu'on a oublié, loin de là. Alors, Anna voudrait savoir s'il y aura la fibre, enfin, quand il y aura la fibre optique dans le quartier de Pignou. Écoutez, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas une bonne réponse que je vais vous apporter. Donc, je crois qu'elle est en partie à Pignou, je crois, si je me souviens bien. Donc, elle doit être notamment sur l'avenue Bérégobois, l'avenue Mitterrand, mais pas partout. Donc, alors pourquoi je ne sais pas vous répondre? Tout simplement parce que quand je questionne notre concessionnaire, qui est Orange, pour ne pas le cacher, il est capable de vous dire ce qui a été fait, mais pas forcément ce qui va être fait et quand. D'une façon, alors au cas par cas, si M. Dupont, qui habite à la rue numéro 74 à tel endroit, on finit par me répondre, on me donne une approximation à 2-3 mois près, mais par contre, d'une façon globale, je ne sais pas vous dire que dans telle rue, ça sera fait au mois de mars 2020, dans telle rue ou dans tel quartier, ça sera fait au mois de septembre 2020, je ne sais pas. La seule chose que je sais,
Maintenant, encore faut-il que le concessionnaire tienne cet objectif, c'est que l'ensemble du territoire de la ville de Bourges sera couvert par la fibre optique à la fin de l'année 2020. Bon, voilà. Maintenant, c'est malheureusement tout ce que je peux vous répondre, si ce n'est que vous avez la possibilité d'aller sur le site internet de la ville de Bourges, vous allez rechercher dans les menus, si vous indiquez votre adresse, normalement, on devrait être capable, mais par Orange, hein, c'est pas moi qui détiens la vérité, par Orange, de vous dire quand est-ce qu'il est prévu approximativement le déploiement de la fibre optique dans votre rue ou votre quartier. Question suivante est posée par Vinificator Vinifica et concerne l'éclairage du boulevard Joffre. Donc je suppose qu'il demande s'il est prévu une amélioration, car il indique que le matin, les élèves sont à peine visibles. Le matin, ils sont à peine invisibles, oui. Écoutez, donc les éclairages à Paris, je crois que c'est hier soir ou avant-hier soir, j'ai vu que les candélabres, mais c'était plus sur le boulevard d'Industrie qui était en panne. Bon, après la panne, ça peut arriver. Aujourd'hui, les éclairages, normalement, sont suffisants, hein, puisqu'on fait des contrôles réguliers pour connaître la luminosité qui est tolérable dans la ville, alors sans trop éclairer, mais en éclairant suffisamment. Et là, on est conforme. Donc, je vais quand même demander à mes services de vérifier sur le boulevard Joffre s'il y a un problème en particulier. Mais je vais le faire vérifier. Bon, il y a peut-être un souci, il y a peut-être un réglage à faire, mais en tout cas, alors il faut qu'aussi les élèves s'habillent aussi un peu clair. Hein, s'ils se mettent tout en noir, ça ne facilite rien le matin quand il fait nuit. Mais voilà, je vais le faire vérifier quand même parce que votre réflexion m'interroge quand même. Alors, Anne-Sophie voudrait savoir quand vont être installées les caméras sur notre parking rue Éric Labonne pour le problème des voitures brûlées. Où en êtes-vous ? Alors, le programme, vous m'excuserez, je ne connais pas forcément par cœur l'implantation de toutes les caméras dans toutes les rues. Hein, donc c'est peut-être plutôt Philippe Mercier qui peut vous répondre. Voilà, tout simplement, c'est pas que je ne peux pas vous répondre, mais je n'ai pas la réponse précise et je pense que vous avez besoin d'une réponse précise. Prenez contact avec Philippe Mercier, qui est le maire adjoint en charge de la prévention sécurité, entre autres, soit par mail, soit par téléphone auprès de son secrétariat, et il sera plus susceptible que moi de vous apporter une réponse précise. Question suivante posée par Jeff Bond. Ici, Monsieur Chauveau, je voulais juste savoir où en était la remise en état du Lucrone, comme vous m'aviez dit qu'un lycée était en train de participer à sa rénovation. Tout à fait. Donc là, je confirme, et là je mets la pression très forte sur Frédéric Charpagne qui a en charge ce projet. Et normalement, on devrait inaugurer ou réinaugurer le Lucrone au mois de novembre au plus tard. Une question d'Estelle. Envisagez-vous de rénover la halle Saint-Bonnet ? Les peintures sont passées et elle n'est pas mise en valeur. Alors là, le Saint-Bonnet fait partie donc des infrastructures qui devraient être prises en compte dans le cadre de l'opération Action Cœur de Ville. D'ailleurs, on va commencer des opérations de réfection de la couverture dès l'année prochaine sur la halle. Et puis, effectivement, ça fait partie des infrastructures qui devraient être, qui sont retenues dans le cadre de l'Action Cœur de Ville avec une réfection totale. Alors bon, après, c'est aussi particulier parce qu'on doit demander avis et conseil de l'architecte des bâtiments de France, mais ça fait partie effectivement des points qui seront traités dans le cadre de l'Action Cœur de Ville. Et je vous le redis, la réfection de la toiture est prévue dès l'année prochaine. Alors, Alain Christel, j'aimerais savoir quand les abords de la Trouée Verte seront nettoyés au niveau du Prado ainsi que le curage du canal. Alors, si c'est nettoyé, en nettoiement, c'est soit effectivement il y a des ordures qui ont été jetées à proximité, auquel cas n'hésitez pas à appeler Castor. Si les poubelles sont pleines, ça ne sont pas vidées. Si c'est pour considérer d'être nettoyé par le fait qu'il y a des algues, qu'il y a des embâcles sur le canal ou je sais pas moi, de la végétation un peu importante. Bon, alors si elle est importante, la végétation, ça ne doit pas faire très longtemps, parce que je suis passé il n'y a pas très longtemps et la sécheresse a mis un peu à mal cette végétation. Là, il faut que je vois avec les services de la ville pour qu'ils interviennent. Donc voilà, je prends note pour leur dire de faire un tour là-dessus. Et si c'est vraiment des problèmes on va dire, d'incivilité ou des gens qui ont jeté des emballages de hamburgers, comme je disais tout à l'heure, ou autres, appelez Castor ou envoyez un courrier ou envoyez un email et on interviendra dans la semaine.
La question suivante elle est posée par Liliane Bruno. Serait-il possible de mettre un sens interdit dans notre rue Jules Dumont d'Urville, car il y a beaucoup de circulation et la vitesse est assez importante. Il passe dans notre rue pour éviter le feu qui se trouve à côté du cimetière. Il y a une règle ou un conseil plutôt une règle que m'a imposé mon prédécesseur Serge Pelletier. Il m'avait dit au début du mandat précédent, quand j'étais adjoint aux travaux, il m'avait dit quand une rue a un statut, c'est-à-dire qu'elle soit en sens unique dans un sens ou dans l'autre, ou si elle est à double sens, surtout ne touche pas, parce qu'il y a sans doute une histoire. Il y a une histoire qui a fait qu'à un moment donné, on a décidé de mettre la rue en sens unique, dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, pour avoir tenté certaines rues, notamment je pense à la rue Diderot, parce qu'elle m'a beaucoup marqué cette rue Diderot, où on avait fait des réunions publiques pour savoir comment est-ce ça avait du sens de mettre cette rue en sens unique pour des raisons d'usage, puisqu'en fait, du coup, comme elle était à double sens, les voitures se garaient sur le trottoir pour ne pas être accrochées, donc il n'y avait plus de place pour les piétons marchaient sur la route, enfin bon, c'était assez compliqué. Et donc, on a fait une réunion de concertation sur ce sujet-là, et puis pour s'apercevoir qu'il y avait 50% des gens qui étaient pour, 50% des gens qui étaient contre. Donc en conséquence, on n'a pas bougé, on est resté comme on était. Donc c'est quelque chose qu'on peut éventuellement étudier, mais attention, ça ne va pas se faire parce que vous me posez la question en chat vidéo et je vais réagir dès demain matin pour la mettre en sens unique. Mais je prends la question pour Pascal Tina, le maire adjoint en charge des travaux, pour qu'il vous rencontre avec vos voisins, en fait, en quelque sorte, et de manière à ce que vous pouvez statuer ensemble, si possible, sur un choix, puis en même temps qu'on voit l'impact que ça peut avoir aussi sur la circulation, parce que chaque changement de statut a un impact forcément, alors peut-être pas forcément dans votre rue, mais à proximité. Donc voilà, j'ai demandé à Pascal Tina de prendre contact avec vous, ou à ce moment-là, vous me faites un petit email, ou à Pascal Tina ou à moi-même, et puis on prendra la question pour réfléchir sur cette proposition. Question suivante est posée par Claude. Pourriez-vous supprimer le stop rue Charles-Durand, car celui-ci n'a pas lieu d'être là, sinon de faire consommer gasoil et d'être obligé de s'arrêter en pleine montée. Il n'y a jamais eu d'accident. Oui, alors là, pareil, même question. Si ce stop a été mis à un moment donné, c'est qu'il avait du sens. Je ne crois pas que sur un stop qu'on ait mis il n'y a pas longtemps. Et en tout cas, même si on l'a mis il n'y a pas longtemps, ça veut dire que ça correspondait à un besoin. Là, pareil, il faut qu'on regarde. Faites-moi un petit mot. On verra avec Pascal Tina qui se déplacera pour voir avec vous la pertinence ou non de ce stop. Mais une fois encore, s'il a été mis, c'est pas pour embêter les gens, c'est que ça doit correspondre à un besoin. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas forcément la réponse. Mais voyez Pascal Tina et il se rendra sur place et il étudiera avec les services sa possibilité de supprimer ou l'opportunité de le faire ou pas d'ailleurs. Question suivante posée par Vinificateur Vinifica. À quand la rénovation du réseau d'eau avec tuyauterie, toujours en plomb, quartier rue des Chalets et Jean Baffier? Alors, bonne question, là c'est pareil, je n'ai pas le programme complet. Par contre, on a des opérations en permanence avec Bourges Plus, puisque là on est la compétence Bourges Plus, sur la rénovation de l'ensemble du réseau d'eau potable sur l'ensemble de l'agglomération et en particulier sur la ville de Bourges. On est plutôt dans une situation plutôt favorable. Tout simplement pour vous expliquer, parce que d'abord on contrôle la qualité de l'eau, donc s'il y avait du plomb dans l'eau, forcément on le saurait, d'une part, et puis d'autre part on a ce que j'appelle un rendement sur notre réseau d'eau potable qui est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas ou très peu de fuites, il y en a toujours un petit peu, là on doit aussi s'améliorer, mais on a un rendement qui est plutôt bien, qui doit être autour de 85%, qui est plutôt un bon niveau en France, et c'est vrai que les tuyaux en plomb, qui sont je dirais, anciens par définition, résistent beaucoup moins effectivement à l'usure, donc ils sont souvent effectivement révélateurs de fuite. En tout cas, voilà, là moi je peux, pareil, faites-moi un petit mot, là je regarde avec les services quand est-ce qu'on a programmé dans votre rue ou votre quartier le changement des réseaux, et si on a une vision sur court ou moyen terme, je vous apporterai la réponse, en tout cas je vous apporterai une réponse. Alors nous avons à nouveau une question de la session précédente, elle est posée par Célestin.
À Jacques Coeur, j'ai entendu dire que vous aviez engagé une boîte de communication de Paris pour la gestion de l'Instagram de la ville. Pourquoi ne pas engager une boîte de Bourges ou un jeune sortant de l'Estacom? Et surtout, pourquoi engager quelqu'un de l'extérieur avec un service communication interne, sachant que les finances de la ville sont si fragiles, Déjà, d'abord, c'est l'information que vous révélez, elle est fausse, parce qu'en fait, les deux personnes qui est Léo et Constant, je crois, qui nous suivent depuis quelque temps, sont des locaux, des jeunes qui sont berruyers et qui sont locaux. Alors, qui peuvent avoir d'autres activités à l'extérieur, mais en tout cas, ce sont des locaux. Alors après, quant au choix, pourquoi on fait en interne, pourquoi on externalise, tout simplement, c'est un choix stratégique en termes de coût. Parce qu'en faisant, alors je ne veux pas être trop technique, mais en faisant en interne, ça veut dire qu'il faut embaucher des agents municipaux pour pouvoir le faire si la charge est complémentaire à celle que l'on fait aujourd'hui, puis que les agents municipaux, vous les avez à vie, sauf s'ils partent avant. Donc c'est une contrainte. Si demain, pour ce type de prestation, enfin si ce type de prestation on décide de les arrêter, c'est plus facile d'arrêter un prestataire extérieur qu'un agent municipal qu'on aura avec nous. Donc voilà, c'est un choix purement stratégique et financier. Mais Léo et Constant sont des berruyers. Question suivante de Xavier. La journée de samedi a eu lieu la manifestation Le jour de la nuit, opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. À l'heure où l'on entend parler chaque semaine de sobriété énergétique, de pollution lumineuse et de menaces de la biodiversité, quelles sont les orientations de la ville en matière d'éclairage public? Et merci pour l'aménagement du 11 novembre avec les pistes cyclables. Alors, la politique de l'éclairage public à Bourges, elle est, je voudrais dire, assez claire. Je ne veux pas faire d'humour, mais c'est comme ça. Et ça depuis assez longtemps. Tout simplement, il faut éclairer au juste besoin. Éclairer au juste besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je l'évoquais tout à l'heure pour le boulevard Joffre, c'est-à-dire qu'on vérifie, on a des contrôles assez réguliers pour savoir quelle est la qualité de notre éclairage. Est-ce qu'il est suffisant par rapport aux besoins et est-ce qu'il n'est pas trop important? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a une politique aussi de remplacement des candélabres. On a encore, moins en moins maintenant, mais notamment dans des lotissements qui ont été faits il y a 40 ou 50 ans, vous savez, de ces globes lumineux là, qui éclairent autant le ciel que la terre. C'est bien d'éclairer les oiseaux, mais ça ne sert pas à grand-chose, et c'est vrai que pour la biodiversité, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Donc au fur et à mesure, on les remplace. Et on remplace en même temps les candélabres, ceux-là et puis d'autres, des candélabres qui portent des lumières, des ampoules LED. Je l'évoquais tout à l'heure pour les illuminations de Noël. Les ampoules LED qui ont plusieurs vertus, qui ont une durée de vie plus importante effectivement que les ampoules traditionnelles. Premier point, ce qui évite, qui réduit le nombre d'interventions des services techniques pour changer les ampoules. Donc un bénéfice sur les coûts de fonctionnement. Des ampoules qui consomment moins, bien sûr, on en a tous chez soi, donc elles consomment moins, donc un impact sur la facture énergétique, donc sur nos factures et aussi sur l'environnement, bien évidemment. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, vraiment campagne de développer de l'éclairage nécessaire, juste nécessaire et suffisant, et avec on va dire, des produits modernes. Tout ça, c'est pareil, les remplacements, il faut du temps. Donc on le fait au fur et à mesure, je crois qu'on l'a fait assez récemment dans le quartier du Val-de-Rond notamment, et ça donne d'ailleurs un éclairage qui semble plus fort que l'éclairage traditionnel, mais il n'est pas plus, si on mesure effectivement avec les appareils qui vont bien, on a le même éclairage, mais un éclairage qui est plus, on va dire, plus blanc en fait. Question suivante, elle nous vient de Jérémy. La place Mirepied est un lieu incontournable de la vie nocturne à Bourges. Quelle action pour sécuriser, nettoyer et embellir les abords de cette place? La mairie pourrait jouer un rôle important entre les commerçants, les habitants et les travailleurs nocturnes. Oui, certes, mais on fait une remarque, là, je crois que c'est sur les réseaux sociaux la semaine dernière de mémoire, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, une ville sale est une ville propre, pardon, c'est une ville qu'on ne salit pas. Alors vous avez beau mettre des équipes de nettoiement en ville, notamment dans ce secteur-là, en particulier avec une équipe qui est très performante, qui a beaucoup de volonté, une équipe qui en plus
dont on a doté de moyens complémentaires il y a 2 ans de ça. Moyens électriques, en plus, c'est bon pour l'environnement, ça fait moins de bruit, enfin, et plus efficace, simplement pour enlever les mégots de cigarettes, enfin, je parle que de ça en particulier. Les équipes sont performantes, c'est celles qui travaillent d'ailleurs pendant le printemps de Bourges, hein, donc vous voyez le niveau de saleté de la ville pendant le printemps de Bourges. Mais pour tout ça, effectivement, les équipes peuvent pas être là 24 heures sur 24 dans le coin de chaque rue. Donc les établissements de nuit, c'est peut-être aussi à eux, si ce n'est pas de faire la police, parce que c'est quand même par leur rôle, mais au moins de montrer l'exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis que derrière, effectivement, si vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui sortent des établissements de nuit et puis peut-être dû parfois un peu à l'alcool ou autres produits, donnent des coups de pied dans les poubelles qui sont sorties ou les crèvent ou cassent des bouteilles, malheureusement, nos équipes doivent venir derrière pour nettoyer. Là aujourd'hui, sincèrement, j'ai pas de solution miracle. Ça se saurait, je ne peux pas aller non plus place Mirepied tous les jeudis soirs, tous les vendredis et tous les samedis pour faire la police. Mais voilà, c'est ça, il faut que chacun prenne conscience que notre ville est sale parce que on la salit, ne serait-ce que, je vous dis, en jetant des bouteilles de bière ou de verre tout au moins. Et ça, c'est malheureusement trop fréquent. On découvre ça trop fréquemment le vendredi matin notamment. Mais nos équipes sont là et sont performantes et ont souvent besoin d'encouragement parce que je vous assure, je crois qu'il ne faut pas. Il y a des moments où ils pourraient avoir envie de baisser les bras, mais non, ils veulent que leur ville soit propre et donc ils ne rechignent pas sur la tâche et ils le font plutôt bien. Max voudrait savoir pourquoi nous ne pouvons pas utiliser les bus avec notre vélo. Parce qu'ils sont pas équipés pour, tout simplement. C'est une vraie réflexion qu'il faut qu'on ait avec Aglobus sur le sujet, puisqu'on promeut aujourd'hui la multimodalité, c'est ça, qui soit effectivement train, bus, vélo. Donc ça c'est bien, on a passé parfois déjà un certain nombre de conventions avec Aglobus, de manière à ce que quelqu'un qui prend un ticket de bus puisse prendre le train par exemple pour aller sur l'agglomération jusqu'à Mehun maintenant, sans avoir à reprendre un ticket, et vice versa, celui qui prend un billet de train, il peut utiliser le réseau Aglobus. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on puisse avoir cette capacité, comme ça se fait dans certaines villes, hein, je l'ai déjà vu, de pouvoir monter son vélo dans le bus. Mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille beaucoup avec le prestataire pour que au prochain rachat de bus, on puisse intégrer cette possibilité. Alors, une question suivante de Lorraine. Je m'interroge régulièrement sur l'absence de passage piéton sur le boulevard Lamarck pour accéder à la médiathèque. Il y a pourtant un accès piéton qui débouche directement sur la route. Y a-t-il une explication ? D'autre part, est-il envisagé de placer un radar sur ce même boulevard, souvent confondu par les automobilistes avec une piste de rallye ? Alors sur le passage piéton, là je vois pas trop, mais bon, je vais y passer tout à l'heure. Je verrai. Pareil, je verrai avec mes services pourquoi, s'il y avait un aménagement piéton, pourquoi le passage piéton a été supprimé dès lors qu'il a déjà existé. Il y a peut-être une raison à ça, hein, peut-être pour des raisons de sécurité, parce que vous liez ça effectivement à la vitesse. Bon, je ne sais pas, ça il faut que je le regarde, mais je verrai exactement tout à l'heure quand je vais partir comment ça se passe. Deuxième sujet, non, nous aujourd'hui on n'a pas, d'abord c'est pas de la responsabilité de la ville de mettre des radars, hein, c'est la responsabilité de l'État, d'ailleurs c'est à la demande de l'État qu'on implante les radars de vitesse, notamment les radars de feu. Par contre, souvent, très souvent, la police, soit municipale, soit nationale, est présente sur la. Alors là, je comprends un peu, puisque j'étais sur la rampe Marceau. Vous voyez, donc, comme quoi je réfléchis. Là, on est plutôt sur le boulevard Lamarck, c'est-à-dire un peu plus bas. Effectivement, là, les passages piétons, alors là, je ne vois pas trop, parce que pour traverser le boulevard Lamarck, ça peut être qu'en bas de la rampe Marceau, au début du boulevard Lamarck, au feu, mais là il me semble qu'il y a des passages piétons, ou alors il faut que je le vérifie, parce que autrement, au boulevard Lamarck, c'est sûr que vous n'en avez pas jusqu'au Palais d'Oron, quoi, enfin jusqu'à la rue de la Cage Verte, je crois, je ne suis pas sûr du nom de la rue, peu importe, mais voilà, donc je crois que si c'est votre précision, c'est ça, effectivement. Par contre, des contrôles de police, alors je vous dis qu'il y en a souvent au bas de la rampe Marceau, parce que
Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que quelques collègues élus se sont fait avoir. Par contre, je ne suis pas sûr de la présence boulevard Lamarck. Donc, je vais demander à Philippe Mercier de faire des opérations pour s'assurer que la vitesse de 30 km/h est bien respectée. Alors, une question de la session précédente de Michel. Je voulais savoir si pour le confort des usagers du réseau Aglobus, il serait possible d'avoir des bus avec la climatisation. C'est compliqué de voyager avec beaucoup de chaleur, car même les fenêtres ouvertes, cela ne change pas grand-chose puisque la chaleur rentre dans les bus. Je n'ai pas la connaissance de beaucoup de réseaux de bus en France, mais en tout cas de ceux que j'ai vus, j'en ai jamais vu avec climatisation. Alors je ne l'ai pas tous fait, hein, bien évidemment. Tout est possible, hein, techniquement, hein, de mettre des climatisations, enfin acheter des bus à climatisation. D'abord pour un usage qui serait dans effectivement les périodes de chaleur, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Alors c'est vrai que cette année, en termes de chaleur, on a eu ce qu'il fallait, bien évidemment. Et puis ça aurait forcément un surcoût sur l'équipement du bus. Et le surcoût, il doit être porté forcément avec quelqu'un qui paye. Quelque part, qu'est-ce qui paye? Eh ben, c'est à la fois l'usager d'Aglobus, mais pas que, c'est aussi les impôts de tout un chacun. Donc pourquoi pas le faire, mais en tout cas, il faut bien avoir conscience que ça a un coût. Et puis sur un usage, allez, en règle générale, alors à moins qu'on ait des canicules tous les ans, ce qui est possible d'ailleurs, hein, au demeurant, mais en tout cas jusqu'à présent ce n'était pas le cas, voilà, on peut peut-être supporter un peu de chaleur en période d'été. Enfin, en plus on n'est jamais content quand il ne fait pas beau l'été, qu'il fait froid, on râle, on voit presque du chauffage et vice versa. Donc voilà, mais tout ça oui, c'est possible, hein, techniquement, des bus plutôt des cars, des autobus à climatisation, ça existe heureusement. Mais par contre, des bus de ville, j'avoue que j'en ai, et pourtant j'ai fait quelques virées, si je peux m'exprimer ainsi, il y a 3-4 ans, au moment où on était en train de relancer le marché de transport en commun dans des villes différentes. J'étais allé dans le nord de la France, et pas que, même aussi dans le sud, et je n'ai pas eu connaissance de bus à climatisation. Question d'Ivana. À quand l'intervention de la police municipale aux heures de sortie d'école, place du 14 juillet? Le stationnement sauvage est plus que dangereux. Écoutez, la police municipale peut être présente. D'abord, il y a le garde champêtre d'Asnières qui est sur place. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà interpellé, mais en tout cas, faites-le, n'hésitez pas. Vous allez à la mairie annexe d'Asnières, vous serez bien reçu, en tout cas, par les agents qui s'y trouvent, ou par Marie-Odile Vabec, qui est adjoint en charge d'Asnières, et trouver effectivement, faire intervenir le garde champêtre si effectivement il y a des stationnements qui sont illicites. C'est naturel, voilà, qu'on verbalise. Alors qu'on prévient un peu à l'avance, une fois, 2 fois, puis la 3e fois on verbalise. Pardon. On reste à Asnières avec une question de la session précédente posée par Jacques. Quand est-ce que le marché d'Asnières se déroulera sur la place du 14 juillet? Quand est-ce que le marché d'Asnières se déroulera sur la place du 14 juillet? Parce que, alors, à ma connaissance, je peux tout vous dire, je pensais qu'il avait lieu sur la place du 14 juillet. Parce que là, on avait délocalisé, il était face à la salle des fêtes. Pour moi, alors, il est place du 14 juillet, alors il y a une information que je n'ai pas. Donc, je vais faire vérifier ça de manière à, si on a bougé le marché sans m'en parler, il y en a qui vont se faire botter les fesses. Une question de Fabien. Et pourquoi ne pas avoir des bus après 20h jusqu'à 22h? Et pourquoi pas après? Bon, ça j'ai répondu à plusieurs reprises. Vous savez, l'expérience avait été tentée il y a quelques années. Les 2-3 premiers mois, il y avait des usagers, après il n'y en avait plus. Vous savez, toujours se méfier de la demande, et puis que derrière, il y a une demande, et puis après elle s'essouffle. Hein. C'est comme l'ouverture du centre nautique qui avait été décidé par mon prédécesseur jusqu'à 22h le vendredi. Au début, il y avait du monde jusqu'à 22h. Et puis après, à partir de 20h, il n'y a plus personne. Donc voilà, donc tout ça, ça a aussi un coût. Mettre un bus, un chauffeur pour rouler à vide, ça ne sert strictement à rien, ça a un coût. Et bien sûr, et une fois encore, c'est le contribuable qui le supporte. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait ce choix. Une fois encore, le retour de l'expérience nous l'a démontré. On serait dans une très grande ville. Évidemment, j'étais à Bordeaux il y a quelques semaines, les trams ils fonctionnent jusqu'à 1h, 2h du matin, notamment l'été, mais on n'est pas dans ce cas, et je dirais si on fait l'équilibre entre la demande et l'offre, je pense que, très objectivement, hein, je pense qu'on ne s'y retrouverait pas. Une question du docteur Driss.
À quand des ralentisseurs avenue de la Libération au niveau du hublot et du centre commercial? C'est une portion qui comporte d'ailleurs peu de passages piétons ou mal placés. 2 ont été posés avant l'entrée du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors, ce qui serait dommage, c'est qu'on mette des ralentisseurs avenue de la Libération. Alors, ça dépend laquelle, c'est la partie haute. Vous imaginez, d'ailleurs, la partie basse, c'est exactement pareil, puisqu'on a quand même requalifié cette avenue de la Libération dans le cadre du plan de renouvellement urbain. Donc, c'est vrai qu'il aurait été de bon ton de positionner des ralentisseurs à cet endroit-là. Enfin, encore, le ralentisseur, c'est pas la panacée, hein, bien évidemment. Donc, vous savez, il y a les pros, les anti. Enfin, moi, je vois tout sur les réseaux sociaux. Et quand est-ce que vous en mettez? Et il y a une ville où on doit toucher des primes parce qu'il y en a partout. Les avis sont très partagés. Par contre, ce qu'on peut faire, et là, je vais demander à Pascal Tina de le faire, c'est de faire des contrôles de vitesse, hein, faire du comptage, pour connaître exactement quelles sont les vitesses pratiquées. Parce que des fois, on se fait un peu des illusions, hein. Je ne mets pas en cause ce que vous me dites, hein, mais en tout cas, faire des comptages pendant 2 semaines, une période bien choisie, va permettre de connaître à la fois les fréquentations en termes de véhicules légers et véhicules lourds, poids lourds, et puis en même temps connaître réellement les vitesses pratiquées sur cette avenue de la Libération. Question suivante posée par Joseph. Serait-il possible de faire quelque chose sur la santé, car il est impossible de trouver un médecin traitant? Ils sont tous saturés et ne prennent plus de nouveaux patients. Oui, alors, donc c'est notre plan santé, hein, qui a été validé par l'Agence régionale de santé il y a quelques semaines, donc c'est plutôt bien. Alors c'est assez multiple. Alors d'abord, pour dire qu'on a réussi, on va dire, à fédérer toutes les instances, on va dire, médicales ou paramédicales du département autour de ce problème de santé, donc ça c'est plutôt bien. On va dire, les gens se parlent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ce qui fait en sorte que les actions que nous menons, elles sont partagées, elles sont concertées. Et on est plus fort à plusieurs pour pousser les projets que si on part d'une façon dispersée. Deuxième élément, concrètement, je l'ai évoqué au début de ce chat. Nous allons ouvrir, en fait, nous sommes en train d'étudier la transformation de la supérette de Saint-Bonnet en cabinet médical ou paramédical ou espace de santé. C'est le premier point. Donc cette étude va déboucher, je pense que dans quelques semaines maintenant, pour transformer et pouvoir effectivement laisser un endroit pour que des médecins puissent s'installer, notamment des nouveaux médecins. Deuxième chose, on va transformer aussi le centre de santé qui se trouve au Gibjon, justement un centre de santé, hein, actuellement c'est un centre de soins en centre de santé, hein, et donc là au budget 2020 du CCS, donc ça va être arrêté pour transformer effectivement cet espace là, de manière à pouvoir recevoir des médecins, avec l'idée de rentrer aussi dans le plan national qui fait en sorte de donner la possibilité dans les zones qui sont, on va dire, plutôt désertifiées, d'avoir 400 médecins complémentaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les seront tous sur Bourges, mais en tout cas, on se met dans cette situation-là. Troisième chose, c'est une maison de santé pluridisciplinaire au Prado, hein, derrière le Moulin de Chape, hein, pour le situer, dont les travaux devraient démarrer dès l'année prochaine pour déboucher en 2021. Là encore, portés par des médecins locaux, pour le coup, qui ont envie, en fait, qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont envie de préparer leur départ. Et leur objectif, c'est de pouvoir recevoir des jeunes internes en formation, donc dans des locaux adaptés, et de manière à ce que ces internes puissent, à terme, rester sur le territoire. Donc voilà, il y a toute une démarche aussi des médecins aujourd'hui de ville qui ont pris conscience qu'en fait, ils étaient pour la plupart, je dirais, plutôt en fin de carrière. Je crois qu'on a 35 médecins, de mémoire, c'est 35 médecins généralistes qui sont présents aujourd'hui sur l'agglomération. Sur l'agglomération, je dis bien. Donc, et une partie des médecins qui risquent de partir en retraite dans 5 ou 6 ans. Donc voilà, donc il y a toute aussi une prise de conscience et un investissement des médecins de ville aujourd'hui pour pouvoir accueillir de nouveaux médecins. Donc voilà, c'est un peu nouveau, mais en tout cas les choses se font. Il va falloir du temps, bien évidemment. Je pense qu'on va passer par une période de creux. Mais en tout cas, voilà, on a pris le sujet à bras le corps. Moi, j'ai créé une mission santé au sein de la collectivité, hein, depuis 1 an à peu près, je crois que c'est le 1er octobre de l'an dernier.
Ce n'est pas d'incompétence de la ville, mais en tout cas, le sujet était suffisamment important pour que je mette quelqu'un sur le sujet. Et l'efficacité finalement de cette mission, c'est ce que je vous ai expliqué en 2 mots tout à l'heure. Et puis, il y a un projet qui est en train de se développer par ailleurs pour faire venir des médecins, des spécialistes, en fait, partant du principe, alors moi je fais que répéter ce qu'on me dit, c'est que des médecins généralistes s'implanteront dans un territoire d'autant plus facilement qu'il y aura des médecins spécialistes à proximité. Nous arrivons à la dernière question. Elle est posée par Jimmy de Bourges. Certaines rues de la ville, comme la rue de Sérocourt, ont les éclairages coupés vers 6h30, 6h45, alors qu'il fait encore sombre et que les commerces ouvrent, des commerces ouvrent. Pourquoi ne pas revoir l'heure de coupure ? Tout simplement parce que, en fait, vous savez, dans le cadre des économies qu'on a dû faire au début de ce mandat pour se trouver dans une situation, on va dire, conforme maintenant, ça fait partie, effectivement, des questions qu'on s'est posées. Quelle est l'heure ultime à laquelle il faut éteindre l'éclairage public et à l'inverse, quand est-ce qu'il faut l'allumer ? Donc là, on s'est mis en conformité. C'est vrai qu'on est peut-être à un quart d'heure près en décalage par rapport à la réalité, mais en tout cas, ça nous fait faire, ce petit quart d'heure nous fait faire beaucoup d'économies. Et puis, bon, quand vous parlez de la rue de Sérocourt, moi je la pratique tous les matins quand je vais en mairie, assez tôt d'ailleurs le matin. Alors peut-être aujourd'hui, parce que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que il y a encore, il fait sombre évidemment plus tôt, et puis qu'il y a encore des feuilles aux arbres, donc c'est fait que ça laisse effectivement une impression de noir un peu plus intense. Je vous rassure, les feuilles vont bientôt tomber, et je pense qu'on aura le sentiment d'avoir plus d'éclairage, non pas parce qu'on aura éclairé plus tôt, mais surtout parce qu'on n'aura pas de feuilles qui viendront couper la lumière. Mais voilà, donc je crois qu'on est sur le bon timing sur l'éclairage public. Donc Sabine m'a dit que c'était la dernière question, donc ça veut dire qu'il n'y en a plus en rayon, ou alors si elles sont en rayon, il va falloir que vous me le reposiez à la prochaine session de chat vidéo qui aura lieu donc, le mardi 12 novembre à 19h, dans le même lieu, tout au moins en ce qui me concerne, ou je ne sais pas où vous serez à ce moment-là. En tout cas, je veux vraiment vous remercier pour toutes ces questions. Il y a eu beaucoup encore cette session-là. J'ai essayé de répondre assez rapidement pour en traiter le plus possible. Voilà, je crois qu'elles ont été pertinentes. On a balayé un spectre assez important. Donc je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, donc je rappelle le 12 novembre à 19h, et en attendant je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci et puis à très bientôt.